Bienvenue, ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire autour du monde, édition Europe. Comme vous savez, pendant cette édition, on jette un coup d'œil sur les dernières évolutions, mais aussi sur les dernières actualités qui ont pris place sur la scène politique et économique du continent européen durant les derniers jours. En fait, les relations bilatérales, notamment les relations économique entre l'Égypte et la France, ce sera le sujet à discuter dans la deuxième partie de cette édition avec notre invité qui se trouve actuellement au studio de NAL TV International, M. Albert Tanios, président de Fondation France-Égypte. Vous êtes le bienvenu sur NAL TV International, M. Albert Tanios. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. C'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui au studio de NAL TV International. Et avant de commencer notre discussion, permettez-moi de jeter la lumière sur les dernières évolutions les plus principales sur la scène européenne. En fait, alors que le pape a pour la première fois utilisé le terme génocide pour parler du massacre des Arméniens il y a 100 ans, la Turquie proteste. Le Premier ministre turc a qualifié les propos du pape sur le génocide arménien de partiaux et inappropriés. Plus d'informations avec Dalia Karam. Le pape François, qui avait commémoré vendredi la Passion du Christ, a présidé samedi soir la longue veillée pascale qui célèbre selon la croyance chrétienne la résurrection de Jésus. Il a insisté sur l'importance des disciples femmes de Jésus dans la transmission de la foi, puis baptisé 10 catéchumènes, dont une Kenyane de 66 ans et une Cambodgienne de 13 ans. Sous le choc de la tragédie du Kenya, la dénonciation de la violence terroriste a pris le pas depuis vendredi sur les autres thèmes de paix et de justice évoqués à Pâques. George Bergoglio a condamné la brutalité insensée du massacre des terroristes Shebab contre les étudiants de Garissa dans l'est du Kenya qui a fait 148 morts. Tous les responsables doivent redoubler leurs efforts afin de mettre un terme à une telle violence, a demandé dès vendredi le chef de 1,2 milliard de catholiques. Avant d'exécuter froidement leurs victimes, les Shebab ont séparé les musulmans des non-musulmans en fonction de leurs vêtements. Au Vatican, en Syrie, du fait que la multiplication des persécutions de chrétiens par des individus ou des groupes islamistes de l'Irak, au Kenya, en passant par la Libye, le Pakistan ou le Nigeria ne soit pas plus dénoncé, y compris par les autorités occidentales et musulmanes. Aujourd'hui, nous voyons nos frères persécutés, décapités et crucifiés pour leur foi en toi, sous nos yeux ou souvent avec notre silence complice, a accusé d'une voix sombre George Bergoglio à la fin du chemin de croix vendredi soir au Colisée, s'adressant au Christ, prince de la paix. Auparavant, lors d'une célébration solennelle dans la basilique Saint-Pierre, la furie djihadiste avait été dénoncée. Le prédicateur de la maison pontificale avait rappelé les 21 coptes égyptiens assassinés en février par un groupe terroriste en Libye. Les chrétiens ne sont certainement pas les seules victimes, mais on ne peut ignorer qui sont les victimes désignées et les plus fréquentes dans de nombreux pays, avait-il fustigé. Qui a à cœur le sort de sa propre religion ne peut demeurer indifférent, avait-il ajouté dans un propos qui paraissait s'adresser aussi aux musulmans. Le Vatican, notamment par la bouche de l'énergique ministre du dialogue interreligieux, le cardinal français Jean-Louis Torrent, ne cesse de plaider pour que ses interlocuteurs musulmans, comme l'université sunnite Al-Azhar du Caire, prennent position plus clairement en se distançant des islamistes et de toute persécution antichrétienne. La prise surprise de la ville irakienne de Mossoul à l'été dernier par le groupe État islamique a été un tournant. Il a conduit le Saint-Siège à se montrer plus incisif face aux ambiguïtés de certaines autorités musulmanes. En décembre, François avait demandé à tous les dirigeants musulmans du monde, politiques, religieux, universitaires, à se prononcer clairement contre la violence terroriste. Récemment, le souverain pontife reprochait à la communauté internationale de vouloir cacher les persécutions contre les chrétiens. Passons à l'accord surprise pour la vente de 36 avions Rafale entre la France et l'Inde. En fait, en termes d'un long suspens, la première visite du Premier ministre
indien, Nardena Modi à Paris, s'est soldé par un accord sans précédent sur la vente de 36 de combats Rafale à l'Inde. Ce contrat est estimé à 4 milliards d'euros. Donc, pour avoir plus d'explications, regardons ensemble ce reportage. Le pape François a employé dimanche pour la première fois le terme de génocide à propos des massacres des Arméniens il y a 100 ans. Déclaration jugée inacceptable par la Turquie qui a convoqué le représentant du Vatican à Ankara. Le ministère turc des Affaires étrangères a ainsi très vite réagi en convoquant le représentant du Vatican à Ankara. Ensuite, dans un communiqué, le ministère a exprimé sa grande déception et tristesse et a reproché au chef des catholiques romains de prendre parti en ignorant la souffrance des musulmans et d'autres groupes religieux à la même époque. Le pays a également annoncé dimanche qu'il rappelait pour consultation son ambassadeur au Vatican après les déclarations du souverain pontife. Les Arméniens estiment que 1,5 million des leurs ont été tués de manière systématique à la fin de l'Empire ottoman. Nombre d'historiens et plus d'une vingtaine de pays, dont la France, l'Italie et la Russie, ont reconnu un génocide. La Turquie affirme pour sa part qu'il s'agissait d'une guerre civile doublée d'une famine dans laquelle 300 000 à 500 000 et autant de Turcs ont trouvé la mort. Pardon pour ce problème technique et en tout cas nous allons commencer notre discussion à propos du sujet de la relation bilatérale entre la France et l'Égypte dans le domaine économique et dans le domaine du commerce et pour avoir plus d'informations, plus d'analyses, plus de vision. Nous avons actuellement au studio de l'Interview international M. Albert Tanios. Vous êtes toujours un économiste et président de la Fondation Égypte-France. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'Interview international. Et en fait, l'Égypte et la France ont de longues histoires, mais aussi de profondes relations économiques et commerciales. Et même l'Égypte représente une bonne nouvelle pour la France, notamment dans le domaine de l'armement. L'Égypte a pu acheter ces derniers mois presque 24 Rafale et par conséquent on trouve que les pays se sont succédés pour acheter cet même armement ou cette même avion, ce même avion. Donc comment vous analysez cette relation même dans le domaine militaire? Je pense que l'économie maintenant, il faut imaginer, savoir, être convaincu que l'économie joue un rôle essentiel, vital entre les pays. Ouais. Et moi je pense que historiquement parlant, la France a permis d'avoir ces relations à travers le canal de Suez, qui est devenu maintenant un grand pouvoir économique financier pour l'Égypte, et puis à travers ce qu'a fait Champollion, ce qu'a fait beaucoup du monde. Regardez, on circule avec le métro français. Ouais. Donc c'est un échange très, je dirais, très vital pour l'Égypte, mais aussi le fait que l'Égypte a offert des échanges à travers le Rafale, c'est-à-dire on est dans une ère de la rapidité dans les communications. C'est symbolique, mais en même temps, c'est économique. En fait, nous diffusons actuellement des images qui représentent la dernière visite effectuée il y a quelques mois par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en France. Et ma question à propos de ce point, est-ce que el-Sisi a pu ouvrir une nouvelle page dans les relations économiques, commerciales, militaires, stratégiques entre la France et l'Égypte? Je pense qu'il y a eu un pas très important. Déjà, les échanges entre hommes. Ça commence toujours par des échanges entre les hommes pour arriver après à un échange plus approfondi, plus sincère, plus sérieux,
avec l'État en France et l'État égyptien. Ouais. Ce genre de rapport doit après être fortifié, doit être appréhendé d'une autre façon peut-être pour les échanges, parce que dans les échanges, il faut que les deux pays profitent. Il n'y a pas un seul pays, c'est un échange, donc chacun doit trouver son intérêt dans ce genre d'échange. Hein. Maintenant, il n'y a plus, comme dans le temps, les relations uniquement sociales ou culturelles. Je pense que maintenant, il y a un intérêt économique. L'Égypte doit trouver son intérêt économique et la France aussi doit trouver son intérêt économique avec l'Égypte. Et en général, c'est le même cas pour les Européens, car par exemple, M. James Moran, le chef de la délégation de l'Union européenne ici en Égypte, a déclaré récemment à partir de Caire que la majorité des investissements directs provenaient de l'Union européenne durant la dernière conférence économique tenue dans le mois de mars dernier à Sharm el-Sheikh. Et donc, l'Europe en général, la France en particulier, cherche toujours à avoir des intérêts économiques et stratégiques avec l'Égypte. Ce qui est normal. Ouais. Je pense que c'est normal que l'Union européenne trouve ce genre de rapport. Ouais. Parce qu'on ne peut pas imaginer, actuellement, on est en 2015, que l'Europe va offrir juste pour dire qu'on a offert pour l'Égypte. Non, je pense que c'est un échange. Ils veulent peut-être investir plus. Et c'est une chance aussi. Pourquoi? Parce que l'Europe a été historiquement très proche de l'Égypte. Et surtout la France, mais aussi les autres pays autour. Vous savez que le métro, c'est belge, enfin dans le temps. Maintenant, le métro, c'est français. Donc quand même, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de banques et beaucoup de systèmes banquiers. C'est français, ou c'est belge, ou c'est suisse. Enfin, on a des échanges à donner, mais on a aussi profité. Hein. Il faut dire les choses. Maintenant, c'est le profit bilatéral. Actuellement, nous pouvons dire que les Européens sont asphyxiés, étouffés par la crise économique et par les dettes, même par la Grèce, cette crise économique très grave pour les Européens. L'Égypte, c'est pourquoi, par exemple, l'Égypte représente un poumon économique très très important aux yeux des Européens afin de résoudre leurs problèmes. Oui, mais n'oubliez pas que même en Europe, ils ont une crise économique peut-être aussi, mais ils le disent d'une autre façon. Hein. Je pense qu'il y a une crise économique internationale. On ne peut pas négliger l'importance de la crise économique, mais je dirais plus internationale qu'autre chose. L'avantage en Égypte, c'est qu'il y a des grands projets. Ouais. Le projet de l'élargissement du canal de Suez, ou faire un autre canal de Suez, c'est majeur. C'est très très important et je pense que ça peut marcher. Le fait de ce qu'il a annoncé le président Abdel Fattah el-Sisi, de faire de cette partie de l'Égypte, de la région, un grand chantier d'investissement. Ouais. C'est très important et c'est majeur. C'est très important pour vous en tant que M. Albert Tanios, un Égyptien qui vit actuellement en France ou aux yeux des Français. Vous révélez actuellement la vision française ou la vision du peuple français ou la vision de l'État français ou c'est votre propre vision seulement? Non, étant donné que je suis un peu dans le rapport France-Égypte, si je préside l'association pour la Fondation France-Égypte, j'aime beaucoup ce rapport. C'est un rapport mutuel, c'est un rapport de force aussi, parce que l'Égypte doit profiter de l'expérience française, mais en même temps, beaucoup des Français peuvent venir et investir plus dans d'autres projets, si c'est dans le tourisme. Donc vous trouvez que les Français sont intéressés à investir ici en Égypte? Ils peuvent être plus intéressés si on leur présente plus des choses, plus de propositions. Oui. D'où provient votre prochaine conférence qui sera tenue à l'Académie militaire en France à propos des opportunités d'investissement en Égypte? Exactement, et c'est pour cela que je l'ai appelé « Ambition économique de l'Égypte après le régime d'Abdel Fattah el-Sisi ». Je pense que le mot « ambition » veut dire aussi « projet », veut dire aussi
investissement économique, mais investissement dans tous les domaines, dans le domaine humain, parce qu'il y aura beaucoup d'échanges entre experts français et experts égyptiens, mais aussi pour faire travailler beaucoup d'Égyptiens qui ont besoin aussi de trouver du travail. Donc on va échanger sur les possibilités des investissements. Et c'est pour cela que j'ai demandé à beaucoup des Égyptiens de venir à ce colloque. Pourquoi je suis là? C'est parce que j'ai très envie qu'à travers ce colloque, il y a plus de facilité pour les Français d'investir en Égypte et que des Égyptiens puissent venir à ce colloque, échanger avec des hommes d'affaires français. Et c'est pour cela qu'une des grandes personnalités qui va être présente dans ce colloque, c'est une société qui s'appelle Safran, c'est dans l'aéronautique. Ils investissent beaucoup et Safran a donné son feu vert pour rencontrer beaucoup des gens égyptiens, des hommes d'affaires égyptiens. Si j'ai invité les institutions économiques franco-égyptiennes, la Chambre de commerce franco-égyptienne, si j'ai pu les convaincre d'assister à ce colloque, c'est parce que je trouve qu'il y a un travail à faire plus intéressant et que l'Égypte ne montre pas aussi le côté qu'ils ont des capacités, surtout des potentialités à chercher. C'est vrai qu'il y a de temps à autre quelques problèmes de stabilité ou d'instabilité. C'est vrai que ça résonne mal s'il y a des petites bombes à gauche à droite, mais c'est vrai aussi que le domaine doit être plus ouvert à des investisseurs français de venir chercher à trouver des potentialités, des projets, des ambitions, quelque chose, parce que l'Égypte... Oui, j'ai ici deux questions. Premièrement, est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment cette volonté ou cette envie de la part des hommes d'affaires français à l'égard de l'Égypte, c'est-à-dire venir en Égypte pour investir? Deuxième question, est-ce que vous trouvez que l'Égypte n'a pas pu présenter ses points essentiels, ses charmes économiquement parlé, durant cette dernière conférence tenue à Sharm el-Sheikh? Je pense que je dirais oui pour les deux. Oui, il y a des potentialités en Égypte. L'Égypte a beaucoup de projets à faire. Comme la région de Canal de Suez. Ça, c'est... Deuxièmement, je pense que sur le plan touristique ou recherche des recherches dans le domaine scientifique, des recherches sur l'archéologie, il y a beaucoup de choses à découvrir. Vous savez qu'en France, on aime beaucoup l'archéologie. On est très intéressé quand on découvre des tombes des pharaons. On est très intéressé. Je pense que on peut trouver des domaines dans l'archéologie qui ne sont pas encore investis, mais aussi dans le domaine des recherches scientifiques. Dans le domaine de recherche scientifique, je pense que ce n'est pas assez ce qui se fait entre nos deux pays. Moi, j'appelle notre pays, la France, c'est mon pays où je vis maintenant, mais l'Égypte aussi, parce que je suis très souvent présent ici. Et je souhaite qu'il y ait plus de renforcement. C'est vrai, les ambassades essayent de faire, mais c'est vrai aussi que les associations non gouvernementales ont un rôle à jouer et il faut que les deux gouvernements encouragent... Ma dernière question, parce que je n'ai plus de temps, ma dernière question, donc vous présentez des opportunités de commerce, non des opportunités d'industrie, c'est-à-dire les Français, quand ils vont venir ici, vont récolter les fruits commerciaux, non pas vont venir pour jeter les bases de grandes industries sur le terrain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été assez investies. Je pense que les Français manquent un peu de courage, mais ils vont trouver, s'ils tombent sur des gens qui peuvent un peu dorer l'image de l'Égypte, peuvent trouver beaucoup de choses à investir juste dans les banques, juste dans les sites touristiques. Et en fait, le marché colossal de l'Égypte ne peut être négligé par
les investisseurs certainement, étrangers, notamment on ne peut pas les négliger Européens. qu'il y a énormément de potentialités en Égypte à chercher, à trouver et à tomber en accord avec le gouvernement. Notamment que le gouvernement égyptien essaye toujours d'établir et de construire des infrastructures qui attirent les investisseurs et qui sont prêtes pour les prochains investissements. Et malheureusement, je n'ai plus de temps, c'est pourquoi permettez-moi de vous Je vais remercier. juste faire une annonce. Je m'adresse à un francophone, le Premier ministre Mahleb, qui est le bienvenu pour mon colloque que j'organise. Ce sera une excellente occasion pour que le Premier ministre francophone, qui parle très bien le français, puisse venir à mon colloque du 24 juin. Monsieur Albert Alliance, merci beaucoup pour votre présence et merci, chers téléspectateurs. Bonne suite de nos programmes sur NAL TV International.